Chers étudiants, bonjour, bienvenue à ce cours de collecte et traitement de l'information. Alors, pour un début, nous allons donner les rappels de base. C'est un cours qui va porter sur la technique de collecte de l'information. La collecte, c'est la première phase du travail journalistique qui comprend deux autres phases que sont le traitement et la diffusion. Donc, ici, nous allons voir la collecte et le traitement. Alors, je vais rappeler les quelques notions de base que nous avons déjà vues en première année, etc. Alors, histoire de savoir si on va collecter l'information, qu'est-ce qu'on va collecter, ok? Avant de voir dans ce cours les techniques de collecte, comment collecter l'information, ok? Et quelles sont les différentes situations de collecte. Et pour chaque information, quelle est la technique de collecte, c'est-à-dire pour chaque genre, je veux dire rédactionnel, quelle est la technique de collecte ici. C'est ça que nous allons voir avant d'enchaîner avec le traitement. Quelles sont les techniques de traitement de l'information, les identifications, les plans, etc. Nous allons voir ça. Alors, la définition de l'information. Si on collectait une information, c'est aller chercher l'information. Aller chercher l'information, c'est d'abord savoir qu'est-ce qu'on cherche. On ne peut pas chercher une information si on ne sait pas d'abord c'est quoi on cherche. Donc, c'est quoi l'information? L'information, c'est un fait nouveau qui a un intérêt public et qui a une source. Elle répond à des lois de proximité, à des critères. OK? Nous pouvons être sollicités par plusieurs informations à chercher, à vérifier, etc. Maintenant, il nous faut savoir que le journaliste doit prioriser, c'est-à-dire que mettre en priorité l'information la plus importante. Comment savoir que telle information est plus importante que telle autre, que telle information mérite un effort de collecte plus que telle autre? Il faut savoir ce qu'on appelle les lois de proximité et les critères. Donc, nous allons voir les lois de proximité et des critères qui vont nous aider à chercher tel type d'information au détriment de tel type d'information. OK? C'est extrêmement important. Donc, une loi de proximité est un principe journalistique qui précise qu'une information est plus ou moins importante selon sa proximité par rapport au lecteur. Utilisée à bon escient, la loi de proximité permet de savoir qu'est-ce qu'il faut collecter comme information qui sera utile ou satisfaisant à son lecteur, puisque le journaliste n'a de raison d'être que son public, son lecteur, son éditeur ou son téléspectateur. S'il passe son temps à collecter des informations qui n'ont aucun intérêt pour le public, il perd son temps. Donc, il faut savoir ce qui intéresse le lecteur. Et c'est pour savoir ce qui intéresse le lecteur. C'est pour être sûr que si on collecte cette information, elle sera d'un intérêt pour le lecteur. C'est pourquoi on a défini les lois de proximité. Alors, il y a plusieurs types de proximité. La proximité, elle peut être géographique, c'est lié à l'espace. Aux yeux, une information, elle est plus importante aux yeux du lecteur si il se situe dans un espace géographique proche de lui. C'est-à-dire que les lecteurs sénégalais, ils vont d'abord s'intéresser à ce qui se passe au Sénégal. Les lecteurs afghans, ils vont d'abord s'intéresser à ce qui se passe en Afghanistan. OK? La proximité également, elle peut être sociale, ce qui se passe autour de nous dans la société dans laquelle nous vivons, une grève des médecins, etc. Elle nous intéresse plus qu'un accident qui est survenu en France, etc. OK? Donc, le lecteur peut être impliqué dans une thématique qui le concerne, OK? Et en délaisser une autre dont il n'a aucune attache, OK? Et c'est lié à notre société dans laquelle nous vivons. Nous sommes des individus qui vivons en société. Et ce qui se passe dans notre société nous intéresse plus que ce qui se passe ailleurs. La proximité chronologique ou temporelle, c'est-à-dire plus un événement est proche, plus il a de l'importance pour le lecteur. Au lieu de parler d'un fait qui date de 2015, mieux vaut parler d'un fait qui date de 2020, de cette année. Au lieu de parler d'un fait qui date d'avant-hier, mieux vaut parler d'un fait qui date d'aujourd'hui ou d'hier. Parce que ouais, plus le fait est proche dans le temps, plus il a tendance à susciter de l'intérêt. La proximité psycho-affective, ce qui est lié au sentiment, à notre émotionnel, okay, peut également nous intéresser. En plus donc de ces lois de proximité, on l'a vu, je le rappelle, donc il y a des critères qui rendent l'information non pas plus importante, pas forcément plus importante, mais qui suscitent davantage la curiosité auprès du public, que ce soit le lecteur, le téléspectateur, etc. C'est quand il y a, par exemple, un critère de notoriété. La notoriété, c'est quoi? C'est la célébrité. Quand il y a dans l'actualité des personnes connues qui sont plus ou moins célèbres, ça
donne un peu plus d'effet à l'information. Ça suscite beaucoup plus de curiosité. Le critère conflictuel, dès qu'il y a opposition, dès qu'il y a différence entre deux parties, dès qu'il y a conflit, l'information peut également susciter davantage l'intérêt du public. Euh, le critère des grands instincts, c'est ça qui fait le succès des faits divers. Si l'information est en rapport avec la vie, la mort, c'est pourquoi les accidents, les crimes suscitent instinctivement notre attention parce que c'est ça qu'on appelle donc le critère des grands instincts. Nous avons vu que donc ces lois de proximité et ces critères permettent en fait de savoir quelle est l'information la plus importante, permettent de savoir quels sont les types d'informations qu'il faut chercher, permettent également de savoir comment susciter l'intérêt du lecteur. Et ce sont des outils que nous devons utiliser pendant la phase de collecte. La collecte en elle-même, c'est quoi la collecte? La collecte, c'est la phase de recherche de l'information. C'est la phase de contact avec la source qui donne l'information. La source étant la provenance de l'information. Je vous rappelle qu'une information sans source n'est pas une information. Le journal donc doit aller chercher l'information auprès des sources. Ok? Nous verrons dans les cours prochains quels sont les outils qu'il faut utiliser pour collecter l'information. Mais dans un premier temps, nous allons essayer de spécifier les différents types de sources. Ok, dans la littérature, vous allez trouver plusieurs types de classements, plusieurs types de catégorisation, mais de façon plus simple, on peut les regrouper en 3 catégories de sources. Les sources humaines, tout ce qui est vivant, les personnes, etc., pour vous donner des sources. Les sources directes, l'observation directe, le journal est sur le terrain, il est lui-même témoin des faits, il observe. C'est surtout quand il est en reportage dans un livre. Les sources documentaires, on peut exploiter les ouvrages, les sites, les articles déjà parus, écrits, les archives, etc. Ce sont donc les 3 catégories de sources que le journaliste peut utiliser pour trouver les informations. Ok, chaque source a sa spécificité. Nous allons entrer dans le détail dans les cours prochains. Chaque source a ses avantages et a ses inconvénients. Nous allons voir. Mais ces sources, ce qu'il faut retenir, c'est que ces sources ne s'excluent pas. Ça veut dire que c'est pas parce que le journaliste est en situation d'observation directe qu'il observe, par exemple, la grève des étudiants universitaires, etc., et qu'il ne va pas interroger des sources humaines. Si, les sources doivent se compléter, doivent se croiser, etc. Okay? Donc, on peut les utiliser toutes, à la fois, au moment de faire de la collecte de l'information. Okay? On peut donc les croiser. La collecte, il y a des conditions maintenant de collecte qui sont particulières sur lesquelles j'aimerais revenir brièvement avec vous avant de vous donner rendez-vous pour le prochain cours. Il y a ce qu'on appelle, alors ces conditions de collecte particulières concernent généralement les sources humaines. Ok? Vous allez entendre parfois qu'on parlera de sources anonymes. Une source anonyme, c'est une source humaine, avant tout, mais qui ne veut pas qu'on révèle l'identité pour une raison généralement de sécurité, mais qui peut être pour d'autres raisons, pour des raisons professionnelles. Par exemple, vous avez une secrétaire qui vous dit « Oui, je vais vous donner une information concernant le fonctionnement de l'administration, mais ne donnez pas mon nom, parce que si vous donnez mon nom, je risque de perdre mon travail. » Cette source-là, vous allez la protéger. Et une fois que vous avez vérifié, recoupé l'information également, vous pouvez publier si l'information s'avère vraie. Okay? C'est ça qu'on appelle les sources anonymes, des sources qui requièrent l'anonymat, dont l'identité doit être protégée, cachée. Et le journaliste, pour rien au monde, ne doit révéler l'identité des sources, ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement, comme le rappelle la charte de Munich, en éthique et déontologie. Deuxième situation de collecte assez particulière, ce qu'on appelle l'embargo. C'est-à-dire, on se donne un délai. Ta source te dit, d'accord, cette information, je te la livre, mais il ne faut pas la publier avant telle date. C'est ce qu'on appelle un embargo. Mais le journal n'est pas tenu d'accepter ces conditions de collecte particulières. Si le journaliste ne veut pas publier une information sous anonymat, rien ne l'oblige à l'accepter. Mais dès l'instant, c'est comme si c'est un pacte que vous signez entre toi et ta source. Dès l'instant que tu
garantis à ta source l'anonymat, dès l'instant que tu garantis à ta source l'embargo et que tu vérifies que les informations sont fiables, il faut respecter ça. OK? Donc, par exemple, l'embargo, quand il s'agit, par exemple, quand on a un nouveau gouvernement et qu'il y a un nouveau Premier ministre, il doit faire une déclaration de politique générale. Sa déclaration de politique générale, c'est des textes qui peuvent faire 50 pages. C'est 2 heures de discours. C'est extrêmement long. Aucun journaliste ne peut suivre ça à temps réel et faire des commentaires, etc. Généralement, les services de presse de la primature, du Premier ministre, envoient le document aux journalistes. Elle leur dit, écoutez, on vous donne ça pour permettre de préparer vos comptes rendus, etc. OK? Mais ne le publiez pas avant que le Premier ministre ne fasse effectivement sa déclaration de politique générale. Ça, c'est un exemple d'embargo. Autre condition de collecte particulière, ce qu'on appelle le off the record. On dit tout simplement off. C'est une source c'est une source qui à l'origine ne peut pas être enregistrée. Off the record c'est l'enregistreur. Off c'est éteigner les enregistreurs. OK? Donc, vous éteignez les portables, puisque aujourd'hui les gens utilisent le portable pour enregistrer. Donc, la source peut vous dire, écoutez, ne m'enregistrez pas. Je vais vous donner une information, mais ne m'enregistrez pas. OK? Tout comme ça peut s'appliquer également à un journaliste qui n'a pas d'enregistreur et qui travaille pour la presse écrite ou pour la caméra. Il dit que oui, je vais vous donner quelque chose, mais c'est off the record. Ça veut dire que si le journaliste relaie cette information, ce sera forcément sous anonymat. Donc, il va respecter. Mais le journaliste ne doit pas respecter ces conditions de collecte, ces conditions de collecte particulières si si le journaliste estime que ces conditions ne sont pas conformes à l'éthique et à la déontologie. Si ces conditions-là privent le public au droit à l'information, il ne doit pas les accepter. Donc, voici donc ce que je voulais dire par rapport à ce cours introductif sur la collecte et le traitement de l'information. Donc, j'ai voulu commencer par des rappels sur des notions de base que nous avons déjà vues, à savoir donc la définition de l'information, la définition des critères qui permettent de hiérarchiser, de connaître l'importance d'une information, c'est pour pouvoir mieux collecter, savoir ce qu'on collecte, donc les lois de proximité et les critères. La collecte de l'information également se fait auprès des sources. Nous avons vu quelles sont les catégories de sources, à savoir les sources humaines, l'observation directe, les sources documentaires. C'est bien sûr des choses que nous allons détailler au cours durant ce cours, et savoir également quelle doit être l'attitude du journaliste face à la source. OK? Nous avons également vu les conditions de collecte particulières, une source anonyme, l'embargo off the record. Voici donc pour ce premier cours. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre cours et je vous remercie pour votre aimable attention.